Bienvenue à cette conférence sur la respiration. Donc, je remercie tout d'abord Bucarest Accueil qui a organisé cet événement et puis dont certains membres sont là, sont là aujourd'hui, voilà, de tous âges d'ailleurs. Et donc, je vais vous parler de la respiration qui est un sujet très important. Je vais vous expliquer pourquoi c'est un sujet aussi important. Je vais vous raconter aussi pourquoi ça a été un sujet spécialement important pour moi. Je vais vous expliquer qu'il y a plusieurs manières de mal respirer. Enfin, d'abord, on va voir les mécanismes de la respiration. De là vont découler différentes manières de mal respirer. Et puis ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire une fois qu'on a identifié, par exemple, qu'on respirait mal? Est-ce qu'on peut faire quelque chose? La réponse est oui. Grâce au yoga, on va pouvoir voilà, faire plein de choses. Et donc, je vais vous expliquer un petit peu ce qu'on peut faire. Donc, c'est encore de la théorie. Et après, on va passer à de la pratique avec quelques petits exercices. Donc, dans un premier temps, la respiration, mais c'est un sujet fascinant, simplement parce que déjà, c'est la seule, ça nous maintient en vie d'instant en instant. Il y a quelque chose de complètement magique et devant lequel on peut s'émerveiller de cet état de fait. Mais c'est aussi la seule fonction automatique et inconsciente que l'on peut rendre automatique et consciente et volontaire. Voilà. Elle s'adapte naturellement, quand on n'y pense pas, elle s'adapte naturellement à nos besoins. C'est-à-dire qu'on a besoin de réfléchir, on va respirer plus profondément pour amener de l'oxygène au cerveau. On a besoin de plus d'oxygène pour les muscles, pour courir, pour agir, pour bouger. La respiration va s'accélérer pour amener plus d'oxygène aux cellules des muscles, etc. En fonction des émotions aussi. Donc, on a vraiment quelque chose, enfin, voilà, c'est un fonctionnement de notre organisme qui est absolument étonnant et de précision et voilà, de magie. C'est un sujet essentiel parce que la respiration a un impact sur absolument tous les systèmes du corps. Donc, système nerveux, on va le voir un petit peu, système cardiovasculaire, neurologique, gastro-intestinal, musculaire, immunitaire, psychique, psychosomatique, tout y est. C'est-à-dire que c'est vraiment au cœur de notre bon fonctionnement. Et puis, il y a aussi un aspect très subtil et qui nous relie, parce que l'air que je respire, c'est l'air que vous respirez. On respire le même air, on partage, c'est quelque chose qu'on partage et qui nous relie en profondeur aux autres et à toute l'humanité. Voilà. Donc, quels sont les bienfaits d'une bonne respiration? C'est une meilleure oxygénation. Donc, meilleure oxygénation, les plus grands consommateurs d'oxygène, c'est le cerveau et nos muscles. Donc, pour bien réfléchir, il faut bien respirer. C'est un massage. Si on respire bien, on va voir quel muscle permet ce massage, mais on va avoir un massage du contenu abdominal et du cœur. Ça va être avec le mouvement du diaphragme, on va le voir tout à l'heure. C'est une stimulation du système nerveux parasympathique. C'est le système nerveux qui vient apaiser, qui vient permettre une meilleure digestion, qui vient permettre une meilleure résistance au stress, à l'anxiété, à la dépression, aux compulsions et aux addictions. C'est le système qui nous permet une meilleure réponse, une meilleure gestion de nos émotions. Et c'est un apaisement du mental aussi, l'amélioration de la concentration, parce que l'oxygène vient au cerveau, la modification de la vision des événements, c'est-à-dire qu'on va avoir une vision beaucoup plus neutre plutôt que chargée négativement, par exemple. Des répercussions bénéfiques aussi sur le sommeil, sur la mémoire, sur le vieillissement, sur notre capacité à nous détendre et à nous ressourcer. Donc, très, très important. Et puis, pour moi, pourquoi c'était tellement important? Parce que je suis professeure de yoga depuis 20 ans à peu près. Je ne me suis pas présentée tout à l'heure, mais donc je suis professeure de yoga et j'enseigne aussi les mathématiques au lycée français de Bucarest cette année.
Et donc, moi, toute enseignante de yoga que j'étais, eh ben, j'ai vu 3 personnes qui m'ont dit que je respirais mal. Et moi, je n'avais pas compris. Et donc, c'est un sujet qui m'a habité pendant très longtemps jusqu'à ce que je finisse par comprendre en quoi je respirais mal et ce que je pouvais faire pour améliorer les choses. Et puis, donc, ce sujet était là. Je commençais à y voir clair dans pourquoi je respirais mal. Et parallèlement, il m'est arrivé quelque chose. J'étais en Inde, j'étais en train d'écrire le livre sur les ashrams. Et puis, je suis arrivée dans un cours de yoga. Enfin, je participais à des cours de yoga. Et puis, à un moment, à la fin d'un cours de yoga, on était tellement en détente qu'il y a des gens qui s'étaient endormis. Et donc, voilà, on finit par se lever. Puis, il y a une femme qui était restée endormie. Et je la regarde respirer. Et alors là, tout à coup, j'ai eu une étincelle parce qu'elle respirait à l'envers. Alors, qu'est-ce que ça veut dire respirer à l'envers? Je vous le dirai un peu plus tard, mais voilà, elle respirait à l'envers alors qu'elle était endormie, bien détendue après 1h30 de yoga. Et là, je me suis dit, il faut faire quelque chose. Et donc, voilà ce que j'ai fait. J'ai fait le livre Respire avec l'aide d'un médecin cardiologue qui s'appelle Guy Taïeb et auquel je rends hommage ici, qui a beaucoup contribué à ce livre. Parce que je me suis rendu compte que c'était pas parce qu'on pratiquait le yoga, déjà sur moi je le savais, hein, et puis je le voyais là encore, que même le plus détendu après 1h30 de yoga, on pouvait encore respirer à l'envers. Et donc j'ai commencé à comprendre, j'ai compris pourquoi, donc je vais vous le dire tout à l'heure. Et voilà. Ce livre est le premier en fait d'une série de 3 pour l'instant, 4 dans 2 ans, sur tout ce qu'on peut faire de façon automatique, mais qu'on fait mal en fait, et sur lequel on ne se pose pas de questions. Donc le deuxième, c'est sur manger. Le troisième, je vous en ai parlé il y a 2 semaines aussi avec Bucarest Accueil, c'était sur se tenir droit. Et le prochain, peut-être je vous dévoilerai, je ne sais pas, il n'est pas encore commencé, donc c'est juste à l'état de projet pour l'instant. Mais en tout cas, ça nous concerne de très très près, c'est dans notre quotidien et des choses qu'on ne remet pas en question du tout alors que peut-être on devrait et ça nous aiderait parfois. Voilà, on va passer au mécanisme de la respiration. Donc, je vais vous montrer, je vais essayer un partage d'écran pour vous montrer le muscle principal de la respiration. Vous avez 2 secondes pour réfléchir dans votre tête sur quel est le muscle principal de la respiration et le voilà, s'il veut bien, voilà. Le voilà, c'est le diaphragme. Donc, le diaphragme, vous le voyez, c'est comme une coupole qui coupe. Donc, en dessous, vous avez tous les organes de la digestion, puis carrément en dessous, le petit bassin avec les organes de reproduction. Au-dessus, vous avez les poumons et le cœur. Le cœur, il est posé sur le diaphragme, carrément. Et ce diaphragme, on ne le voit pas forcément bien, mais au milieu, là, je ne sais pas si vous voyez ma souris, mais là, toute cette partie-là, au milieu, au centre, eh bien, c'est une membrane, ce n'est pas du muscle. Le muscle, il est que autour. Et vous voyez que ce diaphragme, il s'accroche aux côtes et il s'accroche aussi, si vous aviez vu la conférence organisée aussi par Bucarest Accueil sur le psoas, vous aviez vu que voilà, nous avons des piliers. Donc, à l'avant de la colonne, nous avons une partie du diaphragme qui vient descendre pour s'accrocher sur les vertèbres. Ce sont les piliers du diaphragme. Et puis ici, peut-être vous reconnaissez le psoas. Voilà, les muscles qui s'accrochent, qui partent ensuite sur les os l'os du fémur. Voilà. Et donc, ce diaphragme, c'est le muscle principal de la respiration. Il assure 75%
de la fonction respiratoire. Le reste, ce sont les intercostaux, des muscles entre les côtes qui vont aider à l'ouverture de la cage, mais le tout début de la respiration, c'est le diaphragme qui descend avec une contraction de toute cette couronne. Et cette contraction de la couronne, de cette couronne musculaire ici du diaphragme, elle se passe automatiquement. C'est dans le cerveau, on va capter les. Alors, oui, on va capter des concentrations en oxygène et en gaz carbonique et des pressions. Et le cerveau va envoyer l'impulsion au diaphragme de se contracter. Et c'est par là. Donc, je ne prends pas d'air, en fait. C'est le cerveau commande au diaphragme de se contracter et ça crée une dépression au niveau de la cage thoracique et un appel d'air. Et l'air vient remplir la cage thoracique. Voilà, donc ce n'est pas moi qui prends de l'air. Ce n'est pas du tout comme ça que ça se passe. Voilà, et à l'expiration, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est toujours ces mêmes capteurs qui vont identifier que il y a plus besoin d'oxygène ou les pressions sont équilibrées. Je n'ai plus besoin de prendre de l'air. Eh ben, ça marche comme un interrupteur. Donc, le cerveau arrête d'envoyer l'impulsion qui demande au diaphragme de se contracter et le diaphragme se détend. En se détendant, il remonte. Voilà, je vous montre encore ici. Voilà, ici vous voyez donc inspiration. Donc le diaphragme, c'est ce petit trait. On inspire de l'air, ça remplit voilà, ça fait descendre le diaphragme qui remplit les poumons. La cage thoracique s'ouvre de tous les côtés et à l'expiration, l'air le diaphragme remonte et l'air, du coup, se vide et ressort par le nez et la cage thoracique revient là où elle était. Voilà. Voilà, je reviens avec vous. Donc ça, c'était le mécanisme, voilà, très rapidement, très résumé, le mécanisme de la respiration. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on est un bébé, quand on arrive au monde et qu'on est un bébé, on est allongé. Et allongé, les muscles ici de la cage thoracique qui permettent d'ouvrir la cage thoracique ne sont pas encore très développés. Et du coup, il y a principalement l'action du diaphragme. Et en fait, le diaphragme, quand il descend, donc quand on inspire, il descend, mais il pousse sur la masse abdominale. Et ce caisson abdominal, il est incompressible. Et donc, le volume qui est poussé comme ça par du haut, il faut bien qu'il aille quelque part. C'est ça qui fait que le ventre sort à l'inspiration. Et chez les bébés, c'est très très clair parce que chez eux, ça ne bouge pas beaucoup au niveau de la cage thoracique et puis ils sont allongés et on voit le ventre qui monte et qui descend, qui monte à l'inspiration, qui redescend à l'expiration. Et en général, ça se passe bien, pas chez tous les enfants parce que malheureusement, quand on est, on a déjà 9 mois de vie et parfois la respiration est mal placée déjà à la naissance. Il y a des problèmes aussi respiratoires liés à d'autres maladies, donc on n'est pas toujours dans cette belle respiration bien placée. En principe, en tant qu'adulte, on a gardé cette bonne respiration en position allongée. C'est-à-dire qu'en position allongée, si vous mettez les mains sur le ventre, vous allez bien observer que le ventre monte à l'inspire et redescend à l'expire. Mais ce n'est pas tout le temps le cas. Comme je vous ai dit tout à l'heure, cet exemple qui m'a lancé sur l'écriture de ce livre Respire, eh bien, la femme que j'avais vue, elle respirait à l'envers, c'est-à-dire que quand elle inspirait, il y avait la poitrine qui sortait, ça c'est normal tout le temps, mais son ventre rentrait au lieu de sortir. Vous avez compris que le ventre, il était, si le diaphragme fonctionne normalement, le ventre, il doit sortir à l'inspire. Elle, c'était le contraire. Il rentrait à l'inspire et à l'expire, il sortait. C'est-à-dire qu'elle, elle avait
respiration mal placée, mais depuis très très longtemps certainement, et quelque chose de très très ancré. Parce que voilà, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on respire aujourd'hui à peu près 21 600 fois par jour. C'est énorme. Or, tout ce qu'on fait très souvent, ben, ça s'ancre. C'est quelque chose, voilà, on va faire tout le temps pareil parce que voilà, on a un schéma de base qui est là et qui revient dès que voilà, on a couru, ça s'est accéléré un petit peu, mais après, on va revenir à son schéma de base parce que c'est cette habitude-là qu'on a prise. Et donc, ben, elle avait gardé ça, même en détente et même allongée. Voilà. Et du coup, aujourd'hui, quand on nous dit, voilà, on sait bien qu'aujourd'hui, on a compris que c'était bien de respirer pour que se calmer le stress, etc. Mais si vous dites respire à quelqu'un qui respire mal, eh bien, il va juste amplifier ses défauts de respiration. Voilà. Donc, c'est important, c'est très bien de savoir que c'est bon de respirer. Maintenant, il faut aller un petit peu plus loin et essayer de comprendre, ben, est-ce que je respire bien? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose que je peux faire pour respirer encore mieux? Voilà. Et donc, on va voir maintenant les 7 manières de mal respirer. 7 manières de mal respirer. C'est Donna Fari, qui est une grande enseignante de yoga, qui a identifié ces 7 manières de mal respirer. Et donc, on va les voir un petit peu maintenant. Donc, on a cette respiration paradoxale qui est en fait, très répandue. Cette respiration, quand j'ai dit respirer à l'envers, on l'appelle la respiration paradoxale. C'est cette respiration où, au lieu que la poitrine et le ventre se gonflent en même temps, on a la poitrine qui se gonfle pendant que le ventre rentre. Et l'inverse à l'expire. Voilà. Donc ça, c'est très mauvais parce qu'évidemment, vous sentez bien que si je rentre le ventre et que, alors que mon diaphragme, il essaie de descendre, je ne vais pas être efficace dans ma respiration, donc je vais mal oxygéner mon corps et ça a des conséquences, comme on a vu, sur tous les systèmes, sur toute la bonne santé du corps. La respiration haute, il y a des gens, souvent, c'est des gens très stressés qui respirent que là. Ici, ça ne bouge pas. Ou bien ils ont appris à rentrer le ventre, serre les fesses, rentre le ventre. Hein, c'était ma génération, on a entendu ça, les générations de nos grands-mères aussi. Hein, c'était voilà, pour être bien, pour avoir une bonne allure, il fallait rentrer le ventre. Et ce n'est pas du tout une bonne idée d'avoir un ventre qui ne bouge pas, parce que si le ventre ne bouge pas, le diaphragme ne peut pas bouger non plus. C'est tous les intercostaux qui doivent faire le travail. D'accord? Les intercostaux, ils sont censés faire seulement 25% du travail. C'est beaucoup trop leur demander, ils vont se fatiguer et ça ne va pas être efficace comme respiration. Mais alors, si ici ça ne bouge pas et que ça bouge qu'ici, c'est encore pire parce que ici, les poumons, vous savez comment c'est fait, les poumons, ils sont il y a beaucoup de volume en bas et puis ça se resserre en haut. Il y a très peu de volume de poumons en haut. Donc, on va faire travailler ici juste une toute petite partie des poumons et on va fatiguer tous les muscles qui vont essayer de respirer avec cette toute petite partie. Donc, c'est très, très inefficace et puis ça peut créer toutes sortes de maladies, de mal-être. On pense pas, voilà, les médecins ne pensent pas forcément à un défaut de respiration quand il y a une maladie, mais c'est la première chose peut-être qu'on devrait regarder. La respiration affaissée, alors c'est si je me tiens comme ça, si je me tiens mal, qu'est-ce qui se passe? Ici, c'est tout resserré, tout petit. Je ne peux pas bien respirer comme ça. Pour bien respirer, c'est là où il y a un lien entre bonne respiration et bonne posture. Quand j'ai une bonne posture, je vais pouvoir forcément mieux respirer. Et ça, c'est vraiment, voilà, on va trouver dans le yoga de quoi s'aider dans notre posture et du coup, dans notre respiration. On a l'hyperventilation. L'hyperventilation, c'est... Alors, en principe, je ne devrais pas parler de respiration. Je parle de respiration parce que c'est comme ça qu'on parle tout le temps. Mais le terme juste, ce serait ventilation. La ventilation, c'est la prise d'air et sa sortie. Donc, c'est le lien entre voilà, l'air et les poumons. Après, la respiration, en réalité,
c'est la respiration cellulaire. C'est ce qui se passe, c'est qu'au niveau de la cellule, comment la cellule utilise l'oxygène qui a été transmis par l'intermédiaire de toute la circulation sanguine aux organes et aux cellules. Comment est-ce que voilà, la cellule fabrique de l'énergie à partir de l'oxygène et à partir des nutriments qui proviennent de l'alimentation. Donc, il y a deux sources comme ça qui nous permettent d'avoir de l'énergie. Et donc, l'hyperventilation, c'est quand on ventile trop vite, quand on respire trop vite. Au-dessus de 20 respirations par minute, on parle d'hyperventilation. Et ça, c'est pas bon non plus pour la santé. On sait maintenant qu'il vaut mieux une respiration lente et tranquille que voilà, c'est presque une respiration essoufflée, sauf qu'on peut être en hyperventilation sans que ça s'entende, sans que ça se voit. Donc c'est très pernicieux. Voilà, mais c'est facile à identifier parce qu'il suffit de vous chronométrer. Une respiration normale, c'est entre 12 et 15 respirations par minute. Voilà, c'est assez facile. Si vous êtes au-delà de 20, sachez que il y a un problème à ce niveau-là. Donna Fari a encore identifié la respiration gorge serrée. Donc, c'est une respiration quand on est envahi par une émotion. Par exemple, quand on a envie de pleurer, vous savez comment est la respiration. C'est tout coincé ici et c'est à nouveau tout étriqué, mais c'est une façon différente d'être limité que la respiration haute ou l'hyperventilation. La respiration pressée, ça c'est une respiration où on est tellement stressé qu'on essaie de tout faire vite et voilà, et ça s'est allé jusqu'à impacter notre respiration, c'est-à-dire qu'on n'attend pas de finir l'expire, on n'attend pas de finir l'inspire, tout de suite on réinspire, on réexpire et ça va trop vite. Voilà, donc là aussi, on n'est pas forcément dans de l'hyperventilation, mais on est dans une respiration qui est pas notre respiration, voilà, notre respiration qui serait bonne si on n'avait pas ça. Et puis enfin, la respiration engourdie, c'est par exemple quand on a froid, on est comme ça, on est tout resserré, tout étriqué, et c'est une respiration superficielle à nouveau, un petit peu comme dans la respiration affaissée quand on était comme ça. On a à nouveau une respiration qui est limitée, mais pour une autre raison, c'est juste parce que les muscles sont contractés par le froid ou autre chose, et la respiration ne peut pas se faire comme il faut. Voilà, donc comment est-ce qu'on va identifier si on est dans l'un de ces cas-là? Alors, ça peut être quelqu'un qui nous le dit. Comme moi, j'avais vu trois thérapeutes qui m'avaient dit que je respirais mal. Donc, peut-être que vous, quelqu'un peut identifier ça sur vous. Ça peut être un prof de yoga qui le voit sur vous. Et puis, vous pouvez aussi essayer d'observer. Alors, dans le livre, je propose des exercices pour essayer de prendre conscience, d'essayer de cerner d'un peu plus près votre respiration telle qu'elle est naturellement, sans y penser, et pour voir s'il y a un souci ou pas. Et bon, sachant que même si votre respiration est bien placée, de toute manière, tout ce qu'on peut faire avec le yoga ne peut qu'améliorer les choses et donc ne nous fera de toute manière pas de mal et au contraire. Voilà, on va passer maintenant à la proposition du yoga. Donc, la proposition du yoga, déjà dans le yoga, la respiration, elle est centrale depuis toujours. Elle est considérée comme faisant le lien entre le corps et le mental. Elle est mentionnée en tant que pratique, donc comme lien entre... j'y reviendrai après. Elle est mentionnée en tant que pratique dans les traités de Hatha Yoga. Elle est présente dans la Hatha Yoga Pradipika. Dans le Yoga Sutra de Patanjali, c'est une pratique à part entière. Mais aussi dans des textes encore plus anciens, on parle de respiration dans les Upanishads. Et donc ça date déjà de 800 ans avant Jésus-Christ. On a déjà identifié cet aspect essentiel de la respiration. Donc, ce travail à part entière
du yoga sur la respiration, même si on a aussi de la respiration déjà présente dans la pratique posturale, puisque on pratique avec la respiration. Mais cette pratique à part entière, elle a un nom, c'est le pranayama. Ça veut dire maîtrise du souffle, donc ce sont des exercices de yoga qui sont spécifiquement dédiés à la pratique sur la respiration, à la maîtrise de la respiration. Je vais à nouveau partager mon écran. Je voudrais vous montrer encore quelque chose ici. Voilà. Voilà, respiration, mentale et émotion dans la Hatha Yoga Pradipika. Donc, au chapitre 4, verset 21, celui qui a maîtrisé le souffle a du même coup maîtrisé le mental, et celui qui a maîtrisé le mental a du même coup maîtrisé le souffle. Donc, il y a une notion d'interaction entre le souffle et le mental. La Hatha Yoga Pradipika, c'est un très vieux texte qui date du 15e siècle de notre ère, donc c'est quand même très très vieux. Et il y a là aussi la possibilité d'une action, soit en travaillant sur le souffle, soit en travaillant sur le mental. Mais en fait, c'est beaucoup plus facile de travailler sur le souffle que sur le mental. Donc, c'est cette voie-là qu'on va utiliser pour agir sur le mental. Voilà, et une technique, donc le pranayama. Les petites barres sur le A signifient que ce sont des A longs. Donc, les bienfaits du pranayama, ils sont aujourd'hui corroborés par toutes les études scientifiques récentes et c'est passé petit à petit dans le domaine public, le fait que le mental influence, le souffle influence le mental et réciproquement, que par la respiration, on peut agir sur son stress. Et d'ailleurs, on entend tout le monde se dire « respire » quand quelqu'un stresse. Donc, on en a un petit peu parlé. Sachez juste que c'est très récent, que ce soit dans le domaine public, parce qu'il y a 20 ans à peu près, en tout cas, quand moi j'ai commencé à enseigner le yoga et que je racontais ça, ce n'était pas du tout une évidence. Et voilà, c'est devenu petit à petit une évidence, peut-être avec la mondialisation du yoga, je ne sais pas, mais en tout cas, voilà. Il faut maintenant aller plus loin. Donc, ce pranayama, il permet de travailler la conscience du souffle, l'apaisement du souffle, l'allongement du souffle et éventuellement sa rééducation s'il y en a besoin. Et pour arriver à une bonne respiration. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une bonne respiration? C'est une respiration qui est bien placée, c'est-à-dire qui est conforme à notre physiologie, à la façon dont on est censé fonctionner. Qui est ample, donc pas étriqué, pas resserré, mais où on respire à la mesure de ce qu'on est censé respirer naturellement. Et c'est pour ça que je fais la différence entre une respiration spontanée, qui est la façon dont on a l'habitude de respirer, ce qui est une respiration habituelle, mais qui n'est pas forcément pour moi une respiration naturelle. La respiration naturelle, pour moi, c'est la respiration conforme à notre nature. C'est une respiration, donc une bonne respiration, c'est aussi une respiration allongée, donc lente, sauf évidemment en condition où on a besoin de respirer plus vite, de plus d'oxygène. Fluide, c'est-à-dire sans à-coups. Elle n'est pas sonore non plus, on ne doit pas entendre votre respiration en principe. Elle est aussi régulière, c'est-à-dire que si les circonstances ne bougent pas, a priori, on va avoir le même rythme respiratoire, quelque chose qui se répète d'une respiration sur l'autre. Et puis, elle est harmonieuse. Harmonieuse, ça veut dire qu'elle est calme, elle est confortable et elle est agréable. Et ça, c'est très important parce que dans le pranayama, on va vous proposer, ou si vous faites du yoga, on peut vous proposer des rythmes. Et ces rythmes doivent vous convenir. Vous devez d'abord respecter votre corps et votre respiration et ensuite suivre ce qu'on vous propose. Si on vous propose un rythme qui est trop lent pour vous, vous raccourcissez. Vous trouvez quelque chose où vous vous sentez bien. C'est vraiment très important. Parce que dès qu'on
se met dans une respiration qui ne nous convient pas, on va développer voilà, l'inverse de ce qu'on cherche en fait. On va développer du stress. On va rajouter du stress alors qu'on essaie de se déstresser. Donc, voilà, c'est pas ce qu'on cherche. Voilà, donc bien, on va passer maintenant à une pratique. Donc, je vous propose, donc ça peut se faire, voilà, moi je suis sur mon tapis, mais vous pouvez être assis à votre bureau, assis voilà, devant votre ordinateur, à votre bureau, il n'y a aucun souci. Voilà, l'important c'est d'avoir, si vous étiez là la semaine dernière, un bassin bien placé pour avoir un dos droit. Donc, le bassin en légère antéversion. Et puis, on va, pour vérifier qu'on a un dos droit, on va s'étirer. Peut-être, oui, si vous êtes habillé, donc pas pour une séance de yoga, vous avez le droit de déboutonner le bouton, d'ouvrir la fermeture éclair pour avoir un espace du ventre libre. Hein, vous avez compris, le ventre, il faut qu'il ait la place pour que le diaphragme puisse descendre. Parce que si le diaphragme ne peut pas descendre parce qu'on est serré ici, eh ben, on est dans une mauvaise respiration, on réfléchit moins bien et on est moins efficace. Et notre corps ne peut pas fonctionner au meilleur de ce qu'il pourrait. Voilà. Donc, on va commencer par s'étirer. On va entrelacer les doigts, retourner les paumes vers le ciel et s'étirer. Et on s'étire côté droit, côté gauche. Et puis, vous pouvez même aller jusqu'au bâillement. C'est très bien. Si vous bâillez, ça veut dire que on lâche les tensions. Donc, si vous vous étirez bien, voilà, vous pouvez aller chercher le bâillement. Et sur l'expire, dans un soupir, les bras reviennent. Et on va refaire une fois. On entrelace les doigts, on retourne les paumes, on étire, gardez les épaules basses, mais étirez bien. Oh, voilà. Laissez venir des soupirs, des bâillements. Et revenez. Très bien. Voilà, un petit mouvement d'épaule. On va enrouler d'abord en resserrant à l'arrière, en montant vers les oreilles et on enroule par l'avant. Donc, essayez de sentir que vous étirez le dos quand les épaules montent, mais quand les épaules descendent, essayez de garder la hauteur acquise dans le dos, de garder un dos bien grand. Et on va faire dans l'autre sens. Inspire par l'avant et expire en redescendant. À nouveau. Et expire en redescendant. Et encore. Et une dernière fois, inspire et expire. Voilà. Et on va essayer, donc en principe, quand je suis en cours de yoga, on va d'abord travailler allongé pour déjà observer comment ça se passe en position allongée. Là, on va le faire directement en position assise, voir si on identifie les mouvements du ventre. Donc, une main sur le ventre, une main sur la poitrine pour identifier comment ça bouge. Est-ce que ça bouge? Est-ce que la main du ventre bouge ou pas? Comment ça bouge au niveau de la poitrine? Voilà, pour vous, pour prendre conscience déjà des mouvements liés à la respiration au niveau du ventre et de la poitrine. Donc en principe, je rappelle, les deux mains avancent en position assise, elles avancent sur l'inspire et elles reviennent sur l'expire. Donc ça, c'est notre respiration spontanée. Et déjà, la simple observation de notre respiration spontanée, même sans aller, et c'est pour ça que le yoga est efficace,
Alors, je vais remettre tout le monde sur muet. J'ai l'impression que quelqu'un est venu nous rejoindre. Donc, bonjour à ceux qui nous rejoignent maintenant. Donc, voilà, observez juste la respiration telle qu'elle est. Déjà, c'est apaisant et c'est pour ça que même si on pratique le yoga en n'ayant pas identifié qu'il y avait peut-être quelque chose à faire spécifiquement sur notre respiration, on va quand même avoir des effets. Voilà, et ça modifie notre ambiance interne. Même si on ne cherche rien à modifier au niveau de la respiration, le fait d'être là, présent à cette respiration, c'est une pause. On n'est plus dans je pense à ce qu'il faut, à ce que j'ai à faire après, je pense à ce que j'ai pas fait, je pense à ce que m'a dit un tel, etc. Je suis là avec la respiration, je suis dans l'instant présent. Et déjà ça, c'est apaisant et ça modifie nos circuits neuronaux, notre ambiance interne. Voilà, maintenant, on va essayer, donc vous pouvez garder la main sur le ventre et on va faire 3 respirations où on va expirer avec la bouche entrouverte en essayant d'expirer jusqu'au bout. Donc inspire, une grande inspire. Donc je n'ai pas parlé de la différence entre une respiration normale à volume courant et des respirations profondes, mais en yoga, on va augmenter l'amplitude de la respiration. Donc là, on essaie d'inspirer peut-être un peu plus que d'habitude. Et on va expirer. Jusqu'à sentir que les abdominaux se resserrent. C'est voilà, avec un travail, d'ailleurs, du muscle transverse qui est très important. Encore une fois, inspire. Et expire par la bouche entrouverte. Et une 3e fois. Inspire. Voilà, donc en principe, vous avez bien senti que ce mouvement de la main qui revenait sur l'expire, c'est plus facile dès qu'on va parler, chanter, expirer comme ça en faisant un son. On va solliciter les abdominaux et du coup, même si on respire avec une respiration paradoxale dans la situation courante, avec ces actions-là, on va retrouver une respiration bien placée. Voilà, observez un instant comment ça continue. Vous pouvez garder la main sur le ventre pour observer ce que fait le ventre maintenant. Voilà, on va maintenant continuer avec une respiration complète. Dans le yoga, donc, on essaye de respirer amplement et d'intéresser tous les étages de la respiration. Cet étage-là, l'étage du ventre, on parle là de respiration diaphragmatique ou de respiration abdominale. C'est vraiment équivalent. C'est ce mouvement du ventre qu'on laisse sortir un petit peu à l'inspiration. Ensuite, le 2e étage, c'est l'étage au niveau des côtes qui vont s'ouvrir dans toutes les directions. On appelle ça l'étage costal, l'étage thoracique. Et le 3e étage, l'étage claviculaire, c'est là donc l'étage haut. Donc on en a parlé, hein, qui est délétère si c'est le seul qui travaille, mais bien sûr en association avec les 2 autres étages, c'est extrêmement bénéfique parce qu'on complète la respiration. Et donc cette respiration avec les 3 étages, elle va intéresser le ventre, l'étage thoracique avec ce mouvement dans tous les sens et l'étage sous-claviculaire avec voilà, une montée de la cage thoracique jusqu'ici. Et en montant les bras, en fait,
on va faciliter cette respiration. On essaye de se concentrer ici sur la respiration abdominale, puis ça continue, respiration thoracique. Et dès qu'on monte les bras, on va aussi stimuler la respiration sous-claviculaire. Et expire, les bras redescendent. On recommence. Inspire, respiration abdominale, thoracique et sous-claviculaire. Expire, les bras redescendent. Très bien. Et une dernière fois. Inspire, les bras s'ouvrent. Et expire, les bras redescendent. Et vous mettez les mains sur les genoux. Vous accueillez un instant. Observez si ça a changé quelque chose dans la respiration, dans l'ambiance interne, dans la vitesse avec laquelle les pensées arrivent, dans votre état émotionnel. Voilà, on va continuer avec une respiration pour ceux qui passent des examens bientôt ou qui sont en train. Une des richesses du pranayama, c'est d'avoir décomposé la respiration en 4 temps. Le temps d'inspiration, le temps d'expiration, mais aussi le temps de suspension de souffle après l'inspiration et le temps de suspension de souffle après l'expiration. Donc, 4 temps à part entière, ce qui décuple les possibilités de travail. Et à chaque fois qu'on arrive à nommer quelque chose, ça ouvre des portes. Donc, voilà, le pranayama vient de cette observation fine qu'il n'y a pas que l'inspiration et l'expiration, mais d'autres explorations à faire dans cette respiration. Et je vous propose de le faire avec les épaules. Donc, sur l'inspiration, on va monter les épaules sur 2 temps. Suspension de souffle, 2 temps. On resserre les omoplates. Expire, les épaules redescendent. Voilà, et ça, c'est une respiration qui a à la fois l'effet d'apaiser le mental et à la fois de stimuler la concentration. Donc, moi, elle m'a été enseignée par un prof de maths, j'ai retrouvé après dans le pranayama, mais c'était un prof de maths en prépa qui m'avait enseigné ça. Donc, voilà, je lui rends hommage ici. Encore une fois, inspire, les épaules montent aux oreilles. Suspension de souffle, 2 temps. Et expire, 3 temps. Donc, comme je l'ai dit, si ce n'est pas confortable, vous adaptez pour vous. Et on fait encore une fois. Inspire, les épaules montent. Suspension de souffle, les omoplates se resserrent. Et expire, les épaules redescendent. Et voilà, observez un instant. Voilà, c'est une respiration qu'on peut faire bien sûr sans le mouvement des épaules et à ce moment-là, personne ne voit que vous la pratiquez. Et donc, voilà, moi je conseille ça à mes élèves quand ils paniquent en contrôle. Je leur conseille de faire 1 ou 2 respirations comme ça. Ça prend quelques secondes et ça peut faire baisser suffisamment la panique ou le stress pour leur permettre de se reconcentrer sur le travail. On ne va pas le faire parce que le temps passe et que je veux laisser la place aux questions. Mais voilà, sachez que dès que vous chantez, voilà, le chant, c'est comme on l'a dit tout à l'heure, vous allez replacer une bonne respiration. En ce moment, tous mes cours de yoga, on commence par le chant d'un mantra, Loka Samasta Sukhino Bhavantu, que tous les êtres
dans tous les mondes soient heureux ensemble. Je propose aussi dans mes cours ces derniers temps, avec tout ce qu'on a vécu, mais c'est encore valable maintenant, parce que l'avenir n'est pas beaucoup plus certain aujourd'hui qu'il était pendant le confinement. Une respiration du yoga qui s'appelle Sitkari, et vous pouvez la retrouver sur mon site maintenant et même sur ma chaîne YouTube. Si vous tapez Sitkari Yael, vous allez tomber directement sur des vidéos qui vous présentent cette respiration extrêmement apaisante en ces temps d'incertitude, avec une progression, mais déjà avec le pranayama de base, c'est très bien. Je vais juste conclure en vous disant que bien respirer, finalement, ça devrait faire partie de notre hygiène de vie de base. Et voilà, au-delà de tous les bienfaits de la respiration du yoga, le pranayama ouvre la possibilité d'habiter son corps autrement, plus intimement, plus subtilement, de nous sentir davantage en lien et en connexion permanente avec les autres et avec le monde à travers notre souffle. Voilà. Je vous remercie et je vais vous laisser la parole maintenant pour les questions. Donc, je vais vous permettre, voilà, quand vous allez parler, c'est vous qu'on verra et ça sera très bien comme ça. Et voilà, donc je vous écoute. Pensez à enlever votre micro pour parler si vous avez des choses, des questions ou des remarques à faire. Alors moi, Yael, bonjour, c'est Sandrine. Oui, bonjour Sandrine. Alors moi, j'en aurais 1,5 milliard de questions parce que j'ai su il n'y a pas très longtemps, grâce à toi, que je respirais à l'envers. Donc, je pense que je vais m'atteler vraiment à tous ces petits exercices simples, à mon rythme et en continuant à suivre tes cours. Et maintenant, j'y fais attention depuis que tu me l'as dit. Quand je marche, voilà, quand voilà, je fais attention. Mais bon, moi, je suis un peu ronde, donc j'ai toujours appris à rentrer mon ventre et c'est très compliqué de le laisser comme ça. Donc, du coup, voilà, merci. Je sais que je respire à l'envers depuis 3 semaines. Voilà. Et, Donc, je te ferai part de mes progrès, s'il y en a. oui, mais ce qu'il y a, c'est que ça va probablement, le fait de changer petit à petit cette habitude, tu vas voir d'autres changements se produire dans ta vie. Parce que, comme on l'a vu, c'est voilà, tu fonctionnes, ton corps fonctionne quand même, hein, on fonctionne quand même en respiration, en respirant mal, mais on pourrait fonctionner encore mieux. Et au niveau des émotions, notamment, voilà, ça peut complètement modifier notre manière de vivre. Alors, on ne l'a pas vu aujourd'hui parce que c'est un petit peu long à enseigner, mais dans les cours de yoga, on le voit, Kapalabhati. Avec Kapalabhati, s'il y a des, voilà, je sais qu'il y a aussi des collègues ici enseignants de yoga, et je sais qu'il y a des enseignants de yoga qui respirent à l'envers, hein, ça arrive, parce que ça n'est pas forcément parce qu'on n'a pas forcément fait cette recherche. Moi, j'ai vraiment cherché longtemps avant de mettre toutes les parties du puzzle ensemble et de pouvoir vous donner ce que je vous ai donné aujourd'hui. Mais donc, il y a des professeurs de yoga, des enseignants de yoga qui ne savent pas qu'ils respirent à l'envers et donc qui ne savent pas non plus voir comment leurs élèves respirent. Mais moi, l'exercice où je sais, où j'identifie comment respirent mes élèves, c'est avec Kapalabhati. Kapalabhati, c'est une respiration où je vais mettre deux profils, vous allez le voir ici, avec mon ventre. On va mettre l'accent sur l'expire, et sur l'expire, mon ventre doit rentrer, l'inspire se fait naturellement. Expire, comme si j'éternuais. Inspire, je laisse le ventre libre. Expire, le ventre rentre. En même temps, le périnée est tenu. Inspire, libre. Et moi, je vois là, quand ça se passe à l'envers, je le vois, ça se voit. Donc, pour mes collègues enseignants du yoga, voilà, et pour vous, si vous voulez
voilà, pratiquer Kapalabhati, mais il y a plein de vidéos peut-être. C'est un peu compliqué sans enseignant. Il vaut quand même mieux le pratiquer avec un enseignant. Mais c'est de profil que ça se voit. De face, c'est un peu dur à identifier. Il faut que l'enseignant vienne voir de profil comment bouge le ventre. Et parfois, on n'identifie pas, parce que c'est déjà bien de pouvoir identifier qu'on respire à l'envers. Ce qu'il y a, c'est que souvent, il y a une confusion. Et donc, les gens qui respirent à l'envers, ils ne sont même pas à même toujours d'identifier qu'ils respirent à l'envers. Il faut que ce soit quelqu'un qui voit pour eux de l'extérieur. Donc, c'est très, très compliqué à mettre en évidence. Mais une fois que soi-même, on en prend conscience que là, on peut commencer à travailler. Voilà. Bonjour Yael, c'est Céline Bucarest. Bonjour. J'ai une question sur l'expiration. Alors, en yoga, on inspire-expire uniquement avec le nez. Oui. À quelques exceptions près. Oui, voilà. Mais du coup, dans quel cas ou dans quelle situation est-ce que l'expiration par la bouche est recommandée ou bénéfique En fait, déjà, parfois, tu ne peux pas faire autrement. Par exemple, si tu cours, ça va venir spontanément. Tu vas passer par la bouche, même à l'inspire, parce que tu as besoin de beaucoup d'oxygène. Donc, et tu prends évidemment plus d'air par la bouche que par le nez. Okay, donc, voilà, quand tu as besoin tout à coup de beaucoup d'oxygène, ça va passer par la bouche et c'est bien, c'est normal. Sachez que l'organe de la respiration, c'est le nez quand même, c'est pas la bouche a priori. Que les nouveau-nés, s'ils n'arrivent pas, s'ils ont le nez bouché et qu'ils ont des problèmes à respirer par le nez, ils ne pensent même pas à ouvrir la bouche. C'est absolument pas naturel de respirer par la bouche. D'accord ? Voilà, ça c'est une chose. Et sinon, c'est toujours, quand il n'y a pas ce besoin, par exemple, quand on fait du sport, d'avoir un apport d'oxygène vraiment important, c'est toujours mieux de passer par le nez, sauf dans certaines respirations du yoga. Par exemple, cette respiration Sitkari dont je parlais, on va inspirer par la bouche. Mais on inspire d'une certaine manière, lentement. Voilà, c'est dans un cadre bien défini. On va expirer par la bouche dans des purifiantes. Donc, on va expirer, par exemple, des purifiantes du yoga de l'énergie, où on va, voilà, inspire. On va expirer comme ça, rapidement, fortement. C'est purifiant. Donc, c'est par la bouche. Donc, il y a quand même, de temps en temps, des moments où on respire par la bouche en yoga, mais c'est très rare. En général, on va passer par le nez, tout simplement parce que le nez va ralentir la respiration et que dès qu'on ralentit la respiration, inspiration comme expiration, à condition de ne pas forcer, on stimule le système nerveux parasympathique qui va apaiser, qui apaise toutes les fonctions du corps et le mental en même temps. Voilà. Ça répond à ta question ? Parfait, merci. Merci. Voilà, d'autres questions ? Moi, j'avais une question. Dans certaines écoles de yoga, on fait l'effort sur l'inspiration et sur d'autres écoles, on fait l'effort sur l'expiration. Pourquoi il y a cette différence ? Alors, en fait, on peut tout faire. Du moment que la respiration est consciente, en réalité, on peut tout faire. C'est une question de… Voilà, le yoga, c'est une question avant tout de conscience de ce qu'on est en train de faire. Le fait de placer l'effort sur l'expire ou l'inspire, ça va dépendre en fait. Et en réalité, tu n'as pas des lignées, je ne pense pas qu'il y ait des lignées où on inspire sur l'effort et des lignées où on expire sur l'effort, ça va dépendre. Si tu as besoin d'un effort, si dans ton effort, tu as besoin c'est en fait, on va chercher à être en lien avec la physiologie. Si dans ton effort, tu as besoin de contracter les abdominaux, tu as besoin des abdominaux pour tenir la posture, eh bien, c'est logique de le faire sur l'expire. D'accord ? Si tu n'as pas besoin des abdominaux, ça peut être les deux.
voilà, ça peut être les deux. Par exemple, prenons une. Donc là, il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas vraiment d'histoire d'effort. La torsion. Dans la torsion, je vais ici venir dans la torsion. Je peux venir à la fois sur l'inspire et sur l'expire. Mais je vais avoir des éléments qui vont être différents. C'est-à-dire que si je décide d'inspirer en tournant, l'inspiration me permet de grandir. L'inspiration va avec l'autograndissement. Donc, en inspirant, je détasse la colonne. Or, moi, si je veux mettre l'accent en tant que prof sur le fait de détasser la colonne parce que je ne veux pas que mes élèves se fassent mal au dos dans leur torsion, voilà, je vais protéger la colonne en leur disant d'inspirer dans la torsion. Si au contraire, je sais que mes élèves sont bien placés, je sais qu'ils ne vont pas se faire mal au dos parce que voilà, c'est des pratiquants de longue date et ils ont déjà un autograndissement qui est bien installé. À ce moment-là, je vais installer ici sur l'expire parce que sur l'expire, je vais pouvoir aller plus loin. D'accord ? D'accord. Voilà, c'est un exemple, mais en fait, tout peut se faire. Ça va juste, ton expérience va être différente. Et il y a probablement, je vais faire l'autre côté, sinon je finis ici. Mais voilà, il y a des effets subtilement qui sont un petit peu différents et votre enseignant probablement a une intention un petit peu différente s'il vous fait travailler voilà, sur l'effort à l'inspire ou sur l'effort à l'expire. D'accord. Voilà, ça répond à peu près? Ou tu avais une idée plus précise en tête, Agnès? Non, c'était la torsion et c'était que moi, j'avais envie de la faire sur l'expire et que souvent, on nous l'a dit de la faire sur l'inspire. Voilà, bah du coup, tu as ta réponse. Voilà. Après, si tu y restes, eh bien, tu vas effectivement… l'expire, hein, c'est une détente du diaphragme. Donc, on peut le voir, ça dépend où est-ce qu'on met l'accent. Parce que l'expire, c'est une détente du diaphragme, c'est une détente des ouais, non, même pas des intercostaux, parce qu'il y en a qui travaillent pour accompagner l'expire. Mais c'est un travail des abdominaux. Donc, voilà, il y a une partie qui travaille, une partie qui est détendue. Ok, merci. Voilà, peut-être encore une autre question avant qu'on arrête. S'il y a. Oui, Yael, juste pour acheter tes livres, ils sont en France, ils sont où? Alors, ils sont partout. Enfin, tu vas les trouver. Ils sont dans toutes les bonnes librairies. D'accord. Ok, il suffit juste de mentionner voilà. les références. Oui. D'accord. Et tu les as sur… Enfin, j'ai dû effacer le mail où tu le mettais, mais tu les as peut-être sur ton site. Sur mon site, on peut pas se les procurer sur mon site. Non, mais pour juste les références. Ah oui, les références, elles sont sur mon site, mais sinon, tu tapes Respire Yael Bloch. Et c'est bon. Il n'y a aucun souci. Il a même été traduit en anglais. Il existe. Oui, alors en français, je vais prendre. Merci. Voilà, donc, il se trouve facilement. Voilà, tu n'auras aucun souci. Très bien. On trouve un moyen que je te le dédicace, mais ça c'est… Ah ben oui, avec plaisir. Tu me diras quand tu passes. Tu auras le droit de sortir, je pense. Merci. Merci aussi. Voilà, après ici à Bucarest, j'ai essayé de demander à Germain s'il l'avait à Kiralina, mais je n'ai pas eu de réponse, donc je ne peux pas vous dire si vous pouvez vous le procurer à Bucarest, mais sans doute que vous pouvez le commander à Kiralina. Kiralina, c'est la librairie de Bucarest, pour ceux qui sont d'ailleurs. Voilà. Bon, mais s'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose que… Si, Madalina, tu voulais poser une question? Non, c'est bon. Ok. Donc, je vous remercie tous et toutes d'avoir été là. C'est nous. Merci beaucoup. Merci. 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 Au revoir. Au revoir. Bye.